l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Il est tout à fait légitime, compréhensible, voire même souhaitable, que toutes les nations du monde célèbrent leurs événements fondateurs, les grandes dates de leur histoire respective. La tradition, malheureusement, pour la plupart parmi elles, est que c'est l'occasion, justement, de leur fête nationale, l'occasion souvent irraisonnée, mais malheureusement entrée en normalité, de montrer leurs muscles militaires, de rouler des mécaniques, de faire tonner le canon. Cette pratique primaire, voire primitive, du mâle dominant qui agite sa crinière, bat ses pectoraux ou montre les dents, est d'autant plus absurde qu'elle est tout à fait inutile, puisque les belligérants potentiels, ceux qu'on veut impressionner, savent parfaitement les capacités militaires des uns et des autres, leurs forces de frappe, leurs infrastructures, voire même le détail de leurs acquisitions en termes d'armement, de matériel, d'équipement et de dotation militaire. À plus forte raison, pour tous ces pays du tiers-monde qui acquièrent leur ferraille au marché de l'armement où ils se rendent comme on va au souk. Mais l'un dans l'autre, les grandes puissances mondiales, lorsqu'elles font défiler un échantillon de leurs forces de frappe et leurs boucliers électroniques et leurs missiles à longue portée, obéissent à des logiques de gestion mondiale et des rééquilibrages en perspective globale. Pour la masse des autres pays, tous ceux-là qui sont illégitimes, dont le pouvoir a été pris par la force et la subversion, où le coup d'État est permanent, où la répression et la propagande sont l'alpha et l'oméga de leur nature profonde, ces régimes ne produisent pas leur propre armement. Ils l'achètent aux grandes puissances et ils en profitent systématiquement pour prélever de faramineuses commissions, des commissions exorbitantes pour leurs barons. À ces régimes, aussi despotiques que vains, aussi mortifères que vantards, et qui auraient dû user des formidables fortunes investies dans l'armement pour soulager leurs peuples respectifs de la misère dans laquelle ils baignent, dans laquelle ils ont été plongés par leurs dirigeants. À cela, les fabricants d'armes ne vendent jamais certains armements et autres équipements sophistiqués qui auraient pu leur permettre de se défendre un tant soit peu s'ils sont eux-mêmes attaqués par les mêmes puissances chez lesquelles ils se pourvoient en armement. Lors de leurs défilés militaires, ils font beaucoup de cinéma et d'effets de manche avec force vacarme, bruit d'avions supersoniques qui passent et spectacles de commandos qui poussent des cris féroces. Mais personne de moyennement lucide n'ignore que toute la quincaillerie, toute la fanfare, toutes les harangues primaires et criailleuses de leurs crieurs qui sont à la manœuvre n'ont qu'un seul et double but: dissuader toute velléité de l'opposition nationale de se dresser contre la mafiocratie qui tient le pays par la force, et en même temps faire peur aux voisins avec lesquels ils ne sont pas en bons termes. Le matériel qui a coûté tellement cher au peuple, à ce peuple qu'ils incarcèrent, et dont l'argent qui a permis de l'acquérir aurait pu aider le pays tout entier à sortir de la misère, n'est d'aucune efficacité, aucune, contre toute attaque éventuelle des grandes puissances.
Nous en avons eu un échantillon ô combien significatif avec la Libye de Kadhafi, dont on nous disait qu'elle représentait un danger pour la sécurité mondiale, et l'Irak de Saddam Hussein, dont on nous disait qu'il disposait de la 5e armée du monde. En Algérie, le 1er novembre prochain sera le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Le régime qui a pris le pouvoir par la force au premier jour de l'indépendance et qui tient à ce jour le pays entre ses griffes s'apprête donc à faire de cette sublime commémoration une très spectaculaire parade militaire. Autant, comme je viens de le dire, pour montrer ses muscles aux voisins de l'Ouest et du Sahel, que pour envoyer un puissant signal à toute velléité du peuple algérien de vouloir reprendre son destin en main. Il va mettre ce régime, les petits plats dans les grands. Il n'a reculé devant aucune excentricité, même de fermer l'aéroport d'Alger au trafic aérien pendant plus d'une semaine, le port d'Alger au trafic maritime. Il a imposé des restrictions pour la circulation routière et ferroviaire dans la capitale et tous ses environs, qui vont littéralement la paralyser, entraîner de grandes difficultés dans la vie de tous les jours pour tous les habitants de la région. Des mesures hallucinantes, inimaginables, dans n'importe quel État moyennement honorable. Mais ce régime a besoin de se rassurer lui-même, parce que lors des dernières élections présidentielles, il a subi sa plus cuisante défaite face à un peuple désarmé et dispersé, mais qui a su répondre à son despote de la manière la plus civilisée qu'il puisse s'imaginer. Un boycott massif, le plus massif depuis l'indépendance, et le plus intelligent. C'est justement cette résilience et ce militantisme silencieux, mais non moins actif, qui honorent les shuhada, Rabbi yarhamhum, et leurs sacrifices, et non pas toutes ces fantasques gesticulations de soudards et ces vacarmes assourdissants d'avions qui lâchent leur gaz. L'édito de Djemeldine Benchenouf.